Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et nous sommes avec Éric Heyer, économiste, parce que lui ne veut pas annuler la dette, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. On parlera de la dette tout à l'heure, Éric, mais on va commencer évidemment par ce non-reconfinement, soulagement général des Français et des entreprises. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait ce choix, selon vous? Ça, il faudra quand même lui demander, je ne suis pas son porte-parole. Mais économiquement, ça coûtait vraiment cher de faire un confinement? Alors ça, c'est une bonne question, parce que vous voyez, on a l'impression quand même que les confinements aujourd'hui, on commence à apprendre des confinements, donc le consommateur consomme un peu plus en période de confinement, et le producteur aussi sait produire en période de confinement. Vous voyez, pour avoir des heures de grandeur, c'est globalement le premier confinement qui était très dur, parce qu'on avait fermé les écoles, l'économie tournait à 70% à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était un choc de moins 30, c'était extrêmement violent. Pour le deuxième confinement du mois de novembre, il était moins dur, on savait qu'il y avait une courbe d'apprentissage, mais le gouvernement s'attendait tout de même à un moins 20, c'est-à-dire que l'économie tourne à 80%. Et finalement, elle aurait tourné à 92%. Vous voyez, le choc a été de moins 8. Donc du coup, d'où les économies d'ailleurs qu'a fait le gouvernement, si je puis dire. Les économies, il n'y a pas de bien sûr de cagnotte, mais on a fait moins de dépenses. Est-ce que du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce confinement si ça coûte si peu cher? Alors bon, c'est que tout de même ça coûte. Vous voyez, alors qu'on on tournait aux alentours de moins 3, c'est-à-dire qu'on tournait à 97%, vous confinez, hop, vous descendez. C'est-à-dire que tout de même, chaque semaine coûte de l'argent. Donc on a l'impression que ce qui est pris n'est plus à prendre, donc plus on retarde, plus la probabilité potentielle qu'il y a un vaccin, que globalement on trouve un nouveau médicament et que finalement on évite cela, si on peut le faire, pour l'économie en tout cas, on a l'impression qu'il faut le faire. Mais attention, il est possible aussi que si on ne le fait pas assez vite, mais c'est que le virus arrive et que là, le confinement soit obligatoire et sans doute un peu plus long. Donc, vous voyez, et plus cher. Plus long et plus cher. Du coup, plus long égale plus cher. Mais combien de fois on peut faire ça dans les prochains mois? Parce qu'effectivement, on dit que l'activité va reprendre, les vaccins, on les attend sur plutôt le deuxième semestre. On fait ça combien de fois? Non, mais ça, vous pouvez le faire autant de fois, à la limite. Combien de fois on peut se le permettre? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire que d'un point de vue budgétaire, il y a eu le débat sur la dette. Bon, globalement, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que c'est pas les coûts pour les finances publiques qui devraient arrêter cela. Par contre, c'est le coût pour le tissu productif. C'est-à-dire que les stop and go, c'est catastrophique pour le tissu productif. On ne sait pas si on doit investir, on ne sait pas si on doit stocker. Donc, du coup, ça fait des chocs très violents. Et donc, il faut l'éviter au maximum. C'est pour ça que la période, avec cette épée de Damoclès, même s'il n'y a pas confinement, on sait que le comportement des agents, c'est-à-dire les ménages et les chefs d'entreprise, ça sera des comportements de prudence. Et donc la prudence, c'est quand même un peu moins d'activité. On ne peut pas compter sur la reprise de la consommation une fois que ça sera un petit peu passé, tout ça. Les consommateurs, notamment eux, ne vont pas garder leur épargne? Ça, alors vous voyez, il y a deux questions dans votre question. Oui. Est-ce qu'ils vont repartir sur un comportement normal? Après, on peut penser que oui. Mais ça veut dire que pendant un an et demi, on a eu un comportement anormal et on a du coup engrangé une épargne supplémentaire. Vous voyez, cette épargne supplémentaire, à la fin de l'année, c'est 90 milliards en plus que la normale. C'est-à-dire que tant qu'on ne revient pas à une consommation normale, cette épargne supplémentaire grossit. Vous voyez, ce que nous dit la Banque de France, peut-être un peu en exagérant, me semble-t-il, c'est qu'on sera à 200 milliards d'épargne Covid supplémentaire. Donc il y a la question, quand est-ce qu'on revient à la normale et qu'est-ce que l'on va faire de cette épargne supplémentaire? Donc tout n'ira pas à la consommation. Et vous voyez, si ça ne va pas à la consommation, ça va aller à l'investissement. Alors soit privé, ça serait très bien pour les entreprises, soit public, parce que ça va aller nourrir la dette publique. Du côté justement des entreprises, vous dites le stop and go, c'est évidemment un frein, notamment à l'investissement. Et puis on a souvent dit au début de la crise que ça serait du off puis du on et qu'on repartirait comme en 40. Sauf que dans l'intervalle, on a détruit maintenant de l'investissement productif. On a reporté des investissements qui n'auront peut-être pas lieu. Est-ce qu'on peut mesurer cet impact? Alors oui, on peut toujours le mesurer, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout cet investissement qui aurait dû se faire, qui ne se fait pas, et qui du coup, globalement, ça va peser dans les années prochaines, en fait. C'est ça qui est la croissance potentielle, qui nourrit la croissance potentielle des années futures. Alors, on n'a pas encore précisément cela, mais vous voyez, ce qu'il y a eu par rapport à une situation normale, c'est que globalement, l'État a pris en charge tout cela. Ça c'est ce que Stiglitz appelait le capital missing, c'est-à-dire le fait que les finances publiques, pendant ces périodes-là, quand même, payent une grande partie des coûts fixes des entreprises, ça permet de limiter cela de façon considérable. C'est pour ça que la dette publique peut être une grande aide pour justement éviter ce que vous êtes en train de dire.
en gros, globalement, ça devrait enlever un 0,1, 0,2 points de PIB en moyenne sur les années futures, pour l'instant. Et dernière question, vous n'avez pas peur quand même que psychologiquement, on se soit habitué à ce que l'État se substitue aux salaires, se substitue aux investissements? Est-ce que vous pensez que, même quand on parle aux gens, hein, une sorte de monde d'après, différent du monde d'avant, est-ce que ça va changer les fondamentaux? Je pense que ça va surtout changer les réformes prochaines. C'est-à-dire qu'effectivement, dire aujourd'hui qu'on a un problème pour la réforme des retraites à l'horizon de 10 ans parce qu'il nous manque 12 milliards, ça va être un discours qui va être beaucoup plus difficile à faire passer. Alors que, globalement, ce discours est encore légitime. C'est pas normal que les retraites ne soient pas équilibrées, puisqu'on est à répartition, c'est les actifs qui payent pour les inactifs, ça devrait être équilibré sur un cycle économique. Donc, alors que c'est légitime, c'est vrai que ça va être vraiment inaudible à faire comprendre. Et donc, il va falloir faire de la pédagogie pour dire il y a des déficits qui sont naturels. Lorsqu'on est en période de crise, c'est normal que l'État intervienne, c'est normal que l'État permette aux entreprises de ne pas faire faillite et aux salariés de ne pas perdre trop en revenus. En revanche, il y a d'autres déficits qui sont anormaux et ça, il va falloir bien trouver des solutions pour ces derniers.